LVMH, le géant du luxe, traverse actuellement une tempête. Est-ce donc une crise ou une opportunité pour 2025? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc LVMH, de son vrai nom Moet Hennessy Louis Vuitton SE, provient du secteur du luxe. Elle évolue sous le ticker MC et elle est cotée à l'Euronext Paris. Elle a été fondée en 1987 et c'est Bernard Arnault, le PDG, depuis 1989. Aujourd'hui, l'entreprise atteint une capitalisation de 221,84 milliards de dollars. Son business est la conception de produits de luxe dans 5 branches différentes. La première étant la mode et la maroquinerie, donc tout ce qui est sacs, chaussures, etc. avec des maisons comme Louis Vuitton, Dior, Givenchy. On a également la branche parfum et cosmétique, donc tout ce qui est parfum, maquillage et autres, avec les maisons Dior, Guerlain et Givenchy. En troisième branche, on a les montres et joaillerie, donc tout ce qui est horlogerie, haute joaillerie, bijouterie tout simplement, avec notamment Tag Heuer et Tiffany & Co. On a aussi une quatrième branche au niveau des vins et spiritueux comme le champagne, le cognac, le whisky, avec les entreprises Moet et Chandon et également Hennessy. Et enfin, la cinquième branche, la distribution sélective, donc tout ce qui est vente au détail haut de gamme, avec des maisons comme Sephora ou La Samaritaine. Sa proposition de valeur, c'est tout simplement un portefeuille de produits perçus comme exclusif et haut de gamme, qui attire une forte désirabilité des clients. On a également de l'intégration verticale, donc du début à la fin de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire du design à la distribution, ce qui permet un contrôle qualité complet, il n'y a pas vraiment de sous-traitance pour l'entreprise, et également la possibilité de gérer du début à la fin l'expérience client, et ça c'est ultra important, ça permet notamment un pricing power très élevé et une fidélité cliente qui est forte. Au niveau de ses revenus, 100% de ses ventes proviennent de produits de luxe, elle ne vend évidemment pas de services et il n'y a pas non plus de certaines récurrences à part au niveau des clients qui peuvent évidemment revenir au fil du temps pour racheter de nouveaux sacs à main, de nouveaux bijoux, etc. En ce qui concerne ses ventes, la mode et la maroquinerie représentent 49% du chiffre d'affaires, la distribution sélective 21%, les montres et bijoux 13%, les parfums et cosmétiques 10% et les vins et spiritueux environ 8% du chiffre d'affaires. Et pour ce qui est de la géographie, les États-Unis c'est 24% du chiffre d'affaires d'LVMH, l'Europe c'est 23% avec 8% en France et 15% le reste de l'Europe, et l'Asie c'est 39% avec 9% Japon et 30% le reste de l'Asie. Et on a également 14% qui provient du reste du monde. En ce qui concerne ses avantages, elle a un contrôle exclusif de son image de marque grâce à des maisons iconiques et centenaires. Elle dispose d'un réseau de distribution en propre mondial avec des boutiques, du duty free mais également Sephora, et donc au final LVMH elle est très indépendante et elle maîtrise totalement son expérience client. Elle a également un accès privilégié aux artisans, créateurs et savoir-faire historique qui est très difficile à copier pour les nouveaux entrants qui souhaiteraient créer une marque de luxe. Et donc combiné à cela et à un effet de rareté et une gestion rigoureuse des stocks, eh bien l'entreprise arrive à maintenir sa désirabilité et donc ses marges. Le business dispose également de barrières à l'entrée comme des investissements massifs en marketing et en communication pour bâtir et surtout maintenir une image de luxe mondiale. Il faut également un savoir-faire artisanal exclusif et un contrôle strict de la qualité des produits, ce qui est évidemment bien fait chez les maisons historiques comme Givenchy, Dior, Louis Vuitton. Et à côté de ça, on a également des marques iconiques qui sont protégées par des droits de propriété intellectuelle et un héritage culturel. Au final, on n'a pas de super investisseurs à part Bernard Arnault, mais on a par contre des fonds réputés comme Vanguard, BlackRock, State Street. En ce qui concerne ses forces et ses faiblesses, l'entreprise est leader du luxe dans le monde, avec plus de 3040 boutiques à travers le monde. Elle a également un portefeuille de nombreuses marques iconiques comme Louis Vuitton, Givenchy, Dior, mais également une forte rentabilité même dans les moments de crise, et ça c'est notamment dû à sa stratégie de prix ajustée. Par contre, on a également des faiblesses comme la dépendance importante à Louis Vuitton qui représente quasiment la moitié du chiffre d'affaires, donc évidemment il y a un très gros risque si cette partie-là du business diminue. On a également un problème de rigidité dans certaines pratiques, donc malgré l'innovation de certains produits, eh bien on a encore quelques marques qui restent attachées à un mode de fonctionnement classique et qui par exemple vont éviter complètement la vente en ligne, alors qu'évidemment on sait que pour les plus jeunes générations c'est quelque chose d'ultra important. Et enfin, je le disais tout à l'heure, mais on a des difficultés en Asie qui représentent 39% du chiffre d'affaires, donc évidemment qu'LVMH a du coup en ce moment des problèmes sur son chiffre d'affaires, des problèmes de décroissance, ça c'est normal. Au niveau de ses opportunités et menaces, en termes d'opportunités, il y a évidemment l'expansion dans d'autres marchés, ça peut être l'Inde, ça peut être la Corée, ça peut être l'Amérique du Sud, il y a vraiment plusieurs marchés émergents qui peuvent ressortir. On a également la possibilité d'investir dans des matières écologiques pour séduire une clientèle jeune et engagée. On peut également améliorer l'expérience de shopping digital sur les réseaux sociaux, comme je vous le disais, pour toucher les nouvelles générations.
En autre opportunité, enfin, on a organisé des shows inédits, des co-créations avec des artistes réputés ou même des influenceurs afin justement de renouveler l'attrait de ces marques et d'ancrer leur image dans l'air du temps. Et pour ce qui est des menaces, on a la concurrence évidemment agressive d'autres acteurs comme Kering ou Richemont. On a également les contrefactions qui fonctionnent bien grâce au succès des marques d'LVMH et évidemment les périodes de ralentissement économique qui peuvent freiner la consommation du luxe comme il se passe à l'heure actuelle en Chine. On s'attaque désormais aux fondamentaux et à la valorisation de l'entreprise. Donc on se retrouve sur mon screener d'action, comme on peut le voir, on a deux critères qui ne sont pas validés, on va voir ça tout de suite. Donc premièrement, croissance du chiffre d'affaires sur 10 et 5 ans, on est supérieur à 8%. Par contre voilà, on a eu une petite baisse du chiffre d'affaires comme je le disais à cause des difficultés en Asie avec moins 1,7%, c'est pas extraordinaire, mais en règle générale, le critère qui n'est pas validé, c'est surtout la croissance du chiffre d'affaires qui en soi n'est pas dérangeante pour moi, ça m'empêcherait pas d'investir dans LVMH, mais par contre voilà, je cherche quand même un chiffre d'affaires la plupart du temps qui croît entre 10-12%, mais LVMH c'est pas une valeur de croissance, donc 6-8% de croissance du chiffre d'affaires, c'est déjà très raisonnable pour une entreprise comme LVMH. Ensuite, le critère de croissance du free cash flow qui, elle, sur 10 ans est à 15%, donc un critère totalement validé. Par contre, attention, on a une baisse sur un an de moins 23% et donc une croissance du free cash flow sur 5 ans qui est extrêmement impactée par ce chiffre-là et donc seulement 3,3% de gain sur 5 ans. C'est pas énorme, mais évidemment, si LVMH reprend sa croissance du free cash flow, on pourrait quand même continuer avec des croissances aux alentours des 8-15%, un peu entre les deux comme on a pu le faire auparavant. Au niveau de la croissance du free cash flow par action, cette fois-ci on voit que c'est assez similaire au free cash flow, mais par contre on est un petit peu mieux. 15,1 on passe à 15,2, 3,3 on passe à 3,5 et moins 22,9 on est à moins 22,8 et ça c'est notamment dû à des rachats d'actions, donc très important. On veut des rachats d'actions dans les entreprises et il y en a sur LVMH, on verra ça juste après. En ce qui concerne sa rentabilité, on a une marge brute supérieure à 60% et qui en plus de ça est en constante évolution, donc là critère totalement validé. Une marge opérationnelle qui sur les 5 dernières années est supérieure à 20%, donc pareil, critère totalement validé. Et il y a 10 ans, on était à 18% quasiment, donc très grosse marge opérationnelle. On est par contre sur une marge nette inférieure à 15%, et donc c'est pour ça que je n'accepte pas ce critère. Par contre, je pars du principe que ce n'est pas un critère problématique, parce que les marges nettes pourraient réaugmenter encore plus, pourraient passer à 15,2, 15,5, etc. On est dans une période difficile, et pourtant les marges sont quasiment à 15%, donc ça m'inquiète pas du tout là-dessus. Surtout que les marges nettes, comme vous pouvez le voir il y a 10 ans, ont été plus élevées, 18,4%. Par contre, attention, les marges nettes il y a 10 ans n'étaient pas aussi élevées. C'était vraiment une marge nette sur une année exceptionnelle, avec notamment une marge nette il y a 11 ans qui était à 9% et il y a 9 ans qui était à 11%, si je ne me trompe pas. Donc au final, voilà, on est plutôt sur une marge nette qui évolue constamment, plutôt qu'une marge nette qui a vraiment fait un pic il y a 10 ans, puis une baisse, puis une réaugmentation. Donc voilà, c'est un critère qui n'est pas validé à l'heure actuelle, mais qui pourra l'être complètement. Et enfin, la marge de free cash flow, un petit peu faible il y a 10 ans, à moins de 10%. C'est un petit peu problématique. Par contre, sur 5 ans et actuellement, on est à 21,7 et quasiment 17% de marge du free cash flow. Donc là, critère totalement validé. Ensuite, les retours sur investissement, donc le ROC tout free cash flow, lui, il y a 10 ans, il était à 12%. C'est un petit peu faible, mais comme on l'a vu, les marges de free cash flow étaient également un peu faibles. Donc l'entreprise avait du mal à générer réellement du cash. Or, désormais, ce n'est plus le cas. On a des marges qui ont augmenté et donc un ROC tout free cash flow qui a augmenté également. Et on est largement au-dessus des 15%, 29,6 et 21 actuellement, même avec un free cash flow qui a fait moins 23%. Donc au final, le ROC tout free cash flow qui est extrêmement bon. Ensuite, les shares outstanding, donc les rachats d'actions, comme on peut le voir, il y en a comme on avait vu tout à l'heure, plus 0,1%, plus 0,2, plus 0,2 par an. Donc c'est quand même très faible, c'est vraiment extrêmement faible pour cette entreprise-là qui ne fait quasiment pas de rachat d'actions. Mais par contre, à côté de ça, elle distribue un beau dividende aussi. Donc voilà, elle essaie d'alterner un petit peu avec les deux, j'imagine. On a également des SBC tout free cash flow qui sont à 0. L'entreprise ne fait pas de rémunération en actions. Ça m'a évidemment assez surpris pour le coup. Je pense que c'est la première fois que je croise une entreprise qui fait ça. Mais par contre, c'est évidemment donc un critère qui est totalement validé. Ça laisse le free cash flow pour rembourser la dette, potentiellement racheter ses actions, faire des achats et acquisitions, etc. Enfin, le CAPEX tout free cash flow, donc sur l'année actuelle, il est à 33,3%, ce qui est assez élevé par contre. Et sur 10 et 5 ans, par contre, il est à 0%. Donc là, je ne sais pas si mes données sont fausses ou si y a un problème là-dessus ou si j'ai juste pas compris précisément le business. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez pourquoi ce chiffre est à 0. À l'heure actuelle, mes données doivent être fausses, j'imagine. Mais par contre, un CAPEX de 33%, c'est quand même assez élevé. Mais vu qu'on n'a pas de SBC, au final, c'est pas tant que ça. On est quand même assez serein là-dessus.
Pour ce qui est de la dette nette to free cash flow, bon, remboursable en 0,1 année, extrêmement peu de dette nette, et désormais moins 0,1, moins 0,2, donc on n'a pas de dette nette tout simplement, elle est dette nette négative, donc on a plus de free cash flow que de dette nette. Et enfin, on termine avec la performance boursière. Donc sur 10 ans, 11% par an quasiment. Donc quasiment l'ETF S&P 500, c'est peut-être même légèrement mieux. Par contre, sur 5 ans, 2,6%, et c'est notamment dû à une performance négative de moins 37% sur un an. Voilà, on voit que LVMH, depuis 2023, eh bien, ça fait très très mal. On est à moins 48,46, avec un pic notamment à moins 50%. Donc ça fait extrêmement mal pour l'entreprise qui est en grosse difficulté. C'est pourquoi donc on va analyser la valorisation de l'entreprise désormais pour essayer de comprendre si eh bien, c'est une opportunité ou un danger actuellement. Donc pour ce qui est de la valorisation, j'ai entré le nombre d'actions de l'entreprise, le cash, la dette, mais également les cash flows actuels de l'entreprise. Et donc, on doit trouver un price to free cash flow et une croissance du free cash flow pour eh bien, estimer une croissance de 13% par an pour notre performance et donc un prix d'achat optimal. Donc actuellement, c'est en dollars le prix d'achat. Faites attention, ce sera bien en euros. LVMH est coté en euros. Donc là, on commence directement, on peut aller voir le price to free cash flow. Donc sur Finance Chart, on voit qu'actuellement, il est à 16,73. Et donc sur 20 ans, on est sur un price to free cash flow qui est extrêmement faible. Comme on peut le voir, le plus bas de 2022, c'était à 18, le plus bas de 2016 à 20, le plus bas de 2010 à 14. Mais bon, c'est pas si loin non plus des 16,73 actuellement de LVMH. Et sinon, on a eu également 16,36 en 2008. Donc on se rend bien compte ici très rapidement que le price to free cash flow à l'heure actuelle, il est extrêmement faible. Et donc il faut qu'on voit un petit peu comment ça peut se passer. Donc 16,73, on est quand même très souvent au-dessus des 20 fois le free cash flow. Je dirais qu'on est la plupart du temps, voilà, 24. Là, on a quoi, 25. Ici, 24 également. Ouais, j'ai tendance à dire qu'on est souvent entre les 25 et 23 lors des petites baisses. Donc, on peut essayer peut-être de se donner, voilà, 23 de price to free cash flow. Ça me paraît relativement sécuritaire pour les années à venir, mais également par rapport aux données du passé. Et enfin, la croissance du free cash flow, du coup, si on la met à 10 ans, ça nous donnerait 517 euros, sachant qu'on est à 460. Donc, ce serait trop. Il faudrait peut-être 9%, 460. Non, on est à 483, donc peut-être 8%. Là, on serait à 452, donc on va dire 8,5% pour voilà, justifier un achat à 460 euros et donc un prix d'achat à 467 euros. Ça paraît quand même relativement intéressant, donc on aurait une légère marge de sécurité de 0, quelques pourcentages. Mais voilà, à vous de voir désormais si la croissance du free cash flow, elle sera de 8,5%. Ça dépendra évidemment de si LVMH réussit à réaugmenter la pente de l'entreprise. En tout cas, avec ces critères-là, je pense qu'on est quand même relativement en sécurité. Donc, j'imagine qu'LVMH pourrait être quand même assez intéressante. Si l'entreprise LVMH réussit à repartir à la hausse sur son free cash flow, et notamment à annuler cette décroissance de moins 23% du free cash flow sur un an, eh bien potentiellement qu'on pourrait atteindre des croissances du free cash flow d'à peu près 15%. Donc, on pourrait se dire par exemple que la valorisation pourrait être de, 20 fois le price to free cash flow. Ça paraît quand même extrêmement faible par rapport à ce qu'on a eu dans le passé. Et on pourrait se dire par exemple 10% de croissance du free cash flow, ça nous donnerait un prix d'achat optimal. Donc effectivement, si l'entreprise rattrape bien sa performance, ça pourrait être pas mal. Par contre, attention, l'entreprise pourrait ne jamais retrouver une croissance aussi exponentielle, on va dire, du free cash flow, tout simplement parce que l'entreprise, eh bien, a des difficultés, comme je le disais en Asie, mais également parce que l'entreprise, eh bien, a une sorte de normalisation actuellement de ses ventes qui était plutôt exceptionnelle justement en 2020-2021. Donc voilà, ça me paraît très surprenant que du jour au lendemain, LVMH reprenne 12, 14, 15% de performance. Donc voilà, on va dire que 8% pour 20 de price to free cash flow, elle est 22. Ça me paraît plus logique avec un prix d'achat du coup dans les 430, 440. Donc on les aurait pas atteints, mais on serait pas loin à l'heure actuelle. Donc voilà, peut-être encore des baisses si on continue d'avoir des mauvaises nouvelles sur LVMH. Ça pourrait notamment justifier plus de ventes d'actions et donc potentiellement LVMH qui pourrait descendre en dessous des 430, 420 euros. Donc en conclusion, LVMH elle évolue dans le secteur du luxe, un marché qui est reconnu évidemment pour sa résilience et son pricing power exceptionnel et qui est actuellement porté par une demande structurelle en hausse, notamment évidemment en Asie qui représente tout de même 39% du chiffre d'affaires d'LVMH.
Le groupe propose une offre de produits ultra diversifiés à travers ses 5 branches, donc mode et maroquinerie, vin et spiritueux, parfums et cosmétiques, montres et joaillerie et distribution sélective. Son portefeuille de marques iconiques, sa maîtrise de la distribution et de l'expérience client et également son image de prestige lui permettent d'assurer des marges solides et une forte récurrence des revenus, même en cas de crise ou de ralentissement économique. Donc LVMH, elle repose sur des fondamentaux qui sont robustes et une exécution opérationnelle qui est remarquable, et donc bien que plus exposé à des facteurs macro comme le tourisme, la Chine, les devises, eh bien son envergure, son moat très large et son historique de croissance rentable en font une valeur de fonds de portefeuille très intéressante, avec une valorisation qui semble relativement correcte à l'heure actuelle. Donc elle rejoint évidemment ma watchlist, les critères sont totalement validés et je vais analyser plus en profondeur sa valorisation pour savoir si réellement l'entreprise est capable de réaccélérer sa croissance du free cash flow. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez du LVMH en portefeuille ou si vous achetez ou vendez l'action suite à ma vidéo. C'était Antoine, ciao.